Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire organisé par Solutions Co et Diva. Je suis Jean-Guillaume Leroux, chef de projet industrie du futur et numérique chez Solutions Co, donc l'agence de développement économique de la région Pays de la Loire, qui est également membre de Diva, donc Diva qui est un dispositif régional d'accompagnement des entreprises dans leur montée en compétences sur la data et l'IA. Et aujourd'hui, donc, nous allons voir comment développer un assistant IA sur mesure pour ainsi augmenter donc sa productivité par une utilisation plus efficace de l'IA. Donc aujourd'hui, nous allons parler essentiellement donc d'IA générative. Pour cela, j'ai donc le plaisir d'accueillir et de vous présenter Godefroy de Comprégnac, CEO de la société Lonely Stone, qui est une agence de développement d'applications, d'API et de jeux vidéo. Godefroy, à toi la parole. Merci Jean-Guillaume pour l'intro et bonjour à toutes et tous. Donc je vais vous présenter quelques slides. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de développement et de mise en place en fait d'assistants IA de manière générale. On va parler de différents cas d'usage et je commence par me présenter. Donc moi c'est Godefroy, je suis cofondateur de Lonestone. Ça fait en fait 20 ans que j'entreprends et que je développe des trucs. Quelques années maintenant que je suis de près ce qui se fait en IA générative et que j'ai commencé à bricoler des outils et maintenant que je participe à des prestations de services pour des clients de toute taille et des créations d'outils aussi en interne avec de l'IA générative. On a des beaux sujets d'assistants IA. C'est donc un plaisir pour moi de vous en parler aujourd'hui. Euh, pour vous situer un petit peu le contexte, Lone Stone, on est à Nantes, on est un peu moins d'une quarantaine et on existe depuis 10 ans. Voilà, on a bossé sur un tas d'applications de tout type, sur mesure. Donc on bosse aussi bien pour des startups que des PME, des ETI et des grands comptes. Voilà le programme d'aujourd'hui. On va donc commencer par parler de cas d'usage. En gros, on va se plonger dans le bain directement avec quelques démos, des exemples de questions, etc. Ensuite, on va parler de vos données, comment bien les identifier, comment les utiliser. Et on va parler de quelques principes un peu plus techniques. Alors, vous inquiétez pas, ça ira pas trop loin dans la technique. Le but, c'est de vulgariser. Donc, d'ailleurs, désolé pour ceux qui pourraient s'attendre à des choses trop avancées en technique. Là, ça va pas être le but. Le but, c'est plutôt de voir un peu ce qui existe et comment ça marche à peu près sous le capot. Donc on va parler de RAG, vous avez peut-être déjà entendu parler ce terme barbare. On va parler de capacité de raisonnement des assistants pour qu'ils puissent résoudre des problèmes de plus en plus complexes. Et puis on va parler de comment assurer la qualité de service dans un contexte où l'IA, vous savez tous que c'est pas une science exacte, ça peut ne pas donner les résultats escomptés. Alors quelques cas d'usage pour commencer. On commence par le basique. Le basique, c'est l'assistant, ce que j'appelle l'assistant standalone. Standalone, ça veut dire qu'il est tout seul, il n'est pas connecté à grand-chose. L'idée, c'est d'avoir un assistant style ChatGPT, mais qui va pouvoir être personnalisé en fonction de vos besoins. On peut en faire pour un usage personnel, comme on peut en faire pour un usage d'entreprise, mis à disposition des salariés ou des clients. Là, on va lui donner à manger des documents. Donc l'idée, c'est d'uploader une base documentaire sur laquelle il va pouvoir se baser pour répondre. Et on va aussi pouvoir lui donner une personnalité avec ce qu'on appelle un prompt de système. On va lui donner un comportement. Par exemple, une manière de parler ou des consignes pour répondre à des réponses. Sur ces outils-là, en général, on n'a pas d'intégration très profonde, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir le connecter au Google Drive ou à des outils internes. Donc ça reste assez limité, mais c'est assez facile à mettre en place et peu coûteux. Je vous donne quelques exemples. Par exemple, Instabase, hop, je vous montre Instabase.
Ça, c'est une start-up américaine qui a levé beaucoup d'argent et qui fournit des outils assez faciles à utiliser, qui sont pas forcément pour toute l'entreprise, mais qui permettent en gros de poser des questions à propos d'un document ou d'automatiser des process en créant une petite interface avec assistant. Je vous montre une autre approche très différente, c'est Jan.ai. Bon, il en existe des tonnes, des outils de ce genre-là. Celui-là est plutôt bien fait. C'est un outil qui s'installe sur le PC, alors plutôt Mac en l'occurrence, mais il y a d'autres versions, et qui tourne complètement hors ligne. Donc ça, celui-là est super pour la confidentialité, avec par contre les limitations que ça implique. J'en reparlerai tout à l'heure. Et un petit peu d'open source aussi. Pour les équipes qui ont des développeurs, ça c'est intéressant. Sachez qu'il y a de plus en plus d'alternatives open source à tous les logiciels qu'on voit fleurir sur le marché. Là, ça c'est une liste sur GitHub de plein d'interfaces graphiques dans le style de ChatGPT et qu'on peut tester. En gros, c'est des clones de ChatGPT plus ou moins similaires qui sont open source et donc qu'on va pouvoir installer où on veut et modifier comme on veut. Alors souvent, ça se base quand même sur des API de LLM, c'est-à-dire des modèles de langage qui vont tourner quand même sur des serveurs américains et qu'il va falloir payer, hein. On ne peut pas toujours tout faire tourner sur le PC, ou alors on a des performances qui ne sont pas comparables. Donc quelques exemples de questions qu'on peut poser. Voilà, par exemple, quelle est la stratégie business de l'entreprise, quelle est la promesse du produit ABC. Ça, c'est des choses que l'assistant va pouvoir trouver dans des documents qui sont uploadés. Vous voyez, il n'y a pas forcément beaucoup de logique derrière, il n'y a pas de données récentes ou complexes. Donc, je vais passer au niveau 2, c'est l'assistant d'entreprise. Alors, l'assistant d'entreprise, c'est encore un vaste domaine qui n'est pas nouveau en réalité. Parce que ça fait déjà une bonne dizaine d'années qu'il y a des entreprises qui sont sur le secteur, qui n'utilisaient pas de LLM jusqu'à très récemment, qui utilisaient d'autres techniques de traitement du langage qu'on considère maintenant un peu plus comme archaïques, mais qui étaient très avancées déjà il y a 10 ans. Maintenant, ces boîtes-là, pour la plupart, s'adaptent. Et je vais vous parler plutôt d'outils qui sont plus récents, qui sont créés nativement avec ces nouvelles technologies. Donc l'assistant d'entreprise, le but, ça va être de fournir un assistant aux employés d'une entreprise. Alors soit à un service donné, par exemple service commercial ou service support, soit carrément à tout le monde. On va voir d'ailleurs que c'est pas forcément une bonne idée d'essayer de viser tout le monde d'un coup. Il vaut mieux raisonner d'abord par cas d'usage et puis faire un déploiement progressif en fonction de résultats concrets. Donc avec un assistant d'entreprise, on va aller un peu plus loin parce on va déjà synchroniser les données de l'entreprise. Alors pas toutes les données de l'entreprise, mais toutes les données qu'on considère utiles pour l'assistant. Donc on va connecter par exemple Notion, Google Drive, SharePoint, mais aussi, pourquoi pas, connecter des outils qui sont utilisés au quotidien par les équipes, qui ne sont pas forcément des bases documentaires, mais qui fournissent des données qui sont fraîches, qui sont utiles au bon déroulement de l'entreprise. Par exemple, le CRM pour les commerciaux, parce que c'est super utile de pouvoir poser des questions à un assistant à propos des clients de l'entreprise, des prospects, des rendez-vous, etc. Mais on peut connecter aussi au support et automatiser tout un tas de choses. Euh, Concrètement, par exemple, en business, là j'en parlais avec un CRM, on va pouvoir poser des questions comme bon bah avec quelles entreprises travaille-t-on dans le domaine automobile? Alors là, peut-être que la base documentaire ne suffit pas. Il va peut-être falloir aller chercher des informations dans le CRM ou le helpdesk. Et on va pouvoir lui demander aussi des questions comme fais une action, enregistre l'entreprise Google dans la liste de prospects. Ou rédige-moi un mail, mais
contrairement à ChatGPT qui va juste vous rédiger quelque chose avec ce qu'il sait de base, là, il va peut-être pouvoir utiliser la base documentaire ou des infos du CRM pour écrire le mail en question. Ces outils-là, en plus, ils vont permettre de définir plus ou moins finement des permissions aux utilisateurs. Parce qu'il y a un enjeu majeur dans les entreprises, c'est la gestion de la data. La data, elle doit être, propre, utilisable, etc. Mais elle doit aussi être rester relativement confidentielle, pas accessible à n'importe qui. Il faut la garder bien sécurisée. Alors, la garder bien sécurisée, vous allez voir que c'est pas chose aisée. Donc, il vaut mieux y aller tout doux aussi avec la data au début et bien comprendre où elle va. Mais ces outils, de plus en plus, permettent de personnaliser la manière d'enregistrer et de distribuer la data. Enfin, un autre avantage de ces outils, c'est que souvent on va pouvoir personnaliser un peu l'identité visuelle. C'est pas le cas de tous, hein. C'est pour ça que j'ai mis c'est souvent possible, parce que là encore, ça va dépendre de l'outil. Il y a des outils qui ont une marque forte, on ne peut pas trop y déroger, et d'autres qui fournissent carrément des solutions open source, on-premise, où vous pouvez faire ce que vous voulez, avec souvent un accompagnement possible. Là, on arrive à des tarifs un peu plus élevés que l'assistant standalone parce que souvent, on raisonne en tarifs par utilisateur et par mois. Et souvent, c'est de l'ordre de 30 € par utilisateur et par mois. Si on s'adresse à tous les salariés de l'entreprise, ça peut faire une certaine somme. Maintenant, bien sûr, il faut étudier le ROI toujours. Si on estime que ça fait gagner ne serait-ce que 2-3 heures par personne par mois, ça vaut largement le coup. Alors, je vais vous faire une démo de pas tout ça, mais au moins de Dust. Dust, c'est une startup française qui est à Station F, je crois, qui fait donc un assistant d'entreprise qui a l'avantage d'être open source. Donc, vous pouvez le récupérer gratuitement, le modifier et l'héberger vous-même. Et vous pouvez prendre aussi l'abonnement, tout simplement. Je précise que vous preniez l'abonnement ou que vous l'hébergiez vous-même, ça va quand même utiliser les mêmes modèles d'IA derrière. C'est-à-dire qu'en fait, il peut en utiliser plusieurs, mais comme à peu près tous les assistants, derrière, c'est principalement du GPT d'OpenAI. Donc je peux lui poser une question comme sur ChatGPT. Et là, je vais vous montrer un usage un peu plus intéressant qu'une simple question, c'est avec de la donnée d'entreprise. Donc, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai connecté le Notion de ma société Lonestone. Donc en fait, j'ai mis tous les documents de la base documentaire principale qui concerne tous les salariés. Donc, vous voyez les questions d'assurance, les affichages légaux, conventions collectives, les conditions de télétravail, etc. Donc il connaît tout ça. Et donc je vais pouvoir lui poser une question. Je vais lui demander, bon bah Dust, et je vais même, ouais, est-ce que j'ai le droit de faire du télétravail? Vous voyez que là, il réfléchit. Ce genre d'assistant, en général, n'est pas aussi rapide qu'une recherche Google ou même qu'une question à ChatGPT. Il faut être un poil plus patient parce que ça va faire des recherches derrière. Et ça va, en parler tout à l'heure, mais c'est le raisonnement en plusieurs étapes qui peut prendre un petit peu de temps aussi. Alors là, il m'a trouvé quelque chose qui est marrant, c'est que j'ai posé la même question hier et il m'a pas répondu la même chose. Pas exactement. Mais bon, au moins, c'est pas déconnant ce qu'il dit. Et il a trouvé des sources. Donc je vais pouvoir directement ouvrir la page en question. Peut-être que je peux Godefroy, demander. Il y a juste un participant qui pose une question. Quelle différence par rapport à utiliser directement l'IA de Notion? Ouais, très bonne question. Alors l'IA de Notion, ça ressemble beaucoup et ce sont les mêmes techniques qui sont utilisées derrière. La différence, c'est que l'IA de Notion est limitée à Notion, mais vous n'avez absolument pas la main dessus. Vous ne pouvez pas configurer le modèle, sa personnalité, etc. Mais surtout, vous ne pouvez pas connecter d'autres données. C'est limité aux données de Notion. Et donc là, l'intérêt des assistants comme ça,
c'est qu'on va pouvoir connecter Notion, mais aussi le Google Drive, le SharePoint, le CRM, etc. Et ça va tout consolider. Euh, voilà, c'est la principale raison. Et après, en fait, c'est une question de pouvoir ce qu'on appelle fine-tuner, vraiment adapter au maximum aux besoins de l'entreprise. Donc forcément, par contre, Notion est un peu plus clé en main. Voilà, donc là, je peux poser des questions sur Notion, mais j'ai pas vraiment connecté d'autres API. Il y a des usages qui sont un peu plus avancés que ça. Je vais vous en montrer d'autres après. J'aimerais bien vous montrer une question qui marche un peu mieux. Quelle est la mission de Moonstone? Ah non, là, je ne l'ai pas précisé. Je me suis gouré, pardon. Voilà, il cherche. À noter d'ailleurs que si là, j'ai pas énormément de documents, j'ai quelques dizaines de documents, mais si j'en avais 10 000, ça serait pas forcément beaucoup plus lent, grâce à la technique de RAG que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc là, voilà, il m'a retrouvé mot pour mot la mission qui est définie dans un de nos documents. Ça marche plutôt bien. Alors, comme je disais tout à l'heure, Dust est open source, vous pouvez le configurer comme vous voulez à partir du moment où vous avez des développeurs. Une autre solution, c'est Dancer, qui est open source aussi. Ça, c'est américain, c'est au Y Combinator, un des plus grands incubateurs de start-up. Et le principe de fonctionnement est le même. Je vous le montre pas, du coup, parce que c'est un peu pareil. C'est simplement l'interface c'est un peu moins facile à utiliser. On sent qu'il faut être développeur pour pouvoir l'installer. Rien que l'installer et le faire fonctionner pour une première fois. Alors que Dust est beaucoup plus facilement accessible. Un autre que j'ai cité, c'est Glean. Glean est moins accessible, on peut pas le tester tout seul comme ça et le prendre en main en autonomie. On est obligé de demander une démo et moi on m'a refusé la démo parce que ma boîte est trop petite. Donc c'est vraiment, il s'adresse à des beaucoup plus grosses boîtes. C'est une solution qui est à mon avis plus chère aussi et qui est très complète. C'est l'assistant IA qui a levé le plus d'argent à ma connaissance. Ils ont fait une levée de 300 millions de dollars il y a moins d'un an. Donc quoi, ça c'est une bonne preuve que ça se développe beaucoup, beaucoup, très fort, en tout cas aux États-Unis. Et donc ça devrait suivre en France. Et une dernière approche d'assistant IA d'entreprise que j'ai noté, c'est Curiosity. Curiosity qui a une approche un peu plus logicielle installée sur le PC avec un moteur de recherche accessible de la même manière qu'un Spotlight sur Mac. Mais pas de la même manière, on va connecter les différentes sources de données. Sauf que là, on va pouvoir y accéder non pas avec une interface web, mais en appuyant sur Alt espace depuis n'importe où sur le PC. Voilà. Hop. Vous voyez que j'ai mis des exemples de questions RH aussi. Bon, quelles sont les règles de télétravail? Ça, c'est utilise du document. Mais combien ai-je de jours de congé disponibles? Vous pensez bien que là, il va falloir se connecter à l'outil RH, de SIRH, pour que l'assistant puisse trouver l'information en temps réel. C'est là où ça se complique un petit peu. Il va souvent falloir des intégrations très bien faites ou sur mesure. Euh, je, Peut-être vous- je- juste, peut-être ouais. juste, Godefroy, la différence entre tous les modèles que tu viens de présenter, quelle est-elle en fait, fondamentalement en termes de fonctionnalité? En termes de fonctionnalité, ça se rapproche. Ça ne va pas toujours être les mêmes technologies et mêmes concepts dessous, mais il y a des concepts communs que je vais expliquer après. Je vais rentrer un peu plus dans le détail. En fait, il existe une multitude d'outils parce qu'il existe une multitude d'usages. Donc là, mon but est d'attirer votre attention sur un certain nombre d'usages pour vous montrer que ça existe, mais c'est
clairement pas exhaustif, c'est impossible d'être exhaustif. On est encore au début de cette grande vague de l'IA générative, mais en fait, il y a déjà un énorme nombre de solutions. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Si, si, merci Godefroy. L'assistant de support, ça c'est un des types d'assistants qui a été le plus travaillé depuis plus d'une décennie. On a par exemple la startup iAdvise à Nantes, qui est une des plus grosses startups nantaises, qui a pris le tournant de l'IA générative ces dernières années, mais qui existait bien avant ça. Et donc maintenant, ils permettent, en fait, ils fournissent un système de support intégrable dans un e-commerce qui va aller se plugger sur plein de données et qui va aller soutenir les clients euh, et qui va en fait alléger la charge de support. Donc en plus d'alléger la charge de support, ça permet aussi d'avoir bien sûr des réponses plus rapides et souvent plus détaillées. Et par exemple, on peut demander un conseil pour un produit et ça va nous le trouver directement dans le catalogue et nous donner les informations dont on a besoin. Un petit peu dans le même genre, il y a Lindy. Lindy qui permet de connecter différents outils support pour aller répondre plus efficacement à des clients. Et alors, bien sûr, je précise, l'idée, c'est toujours de garder ce qu'on appelle le human in the loop, c'est-à-dire l'humain dans la boucle. C'est à partir du moment où on va aller donner une info ou faire une action, surtout quand le modèle n'est pas complètement sûr de lui, et il y a des manières de faire du scoring pour déterminer si le système est très confiant ou pas, et ben on va garder un humain dans la boucle pour intervenir. Un dernier, Uri qui est assez récent aussi, mais assez avancé et qui va permettre d'automatiser du support. Donc là, voilà, je vous ai mis des exemples de questions. Où en est ma livraison? Parfois, c'est pas la peine de donner plus de contexte que ça. L'idée, c'est que l'assistant connaît les informations du client connecté et du coup, va pouvoir déterminer quelle est la commande en cours et aller chercher les informations de livraison auprès du transporteur. Combien coûte le Euh, produit ABC? Ça veut dire se connecter au PIM pour aller récupérer l'information produit. Godefroy, on a une question donc d'une participante qui demande quelle différence par rapport à ChatGPT entreprise également. Je ne sais pas. À mon avis, c'est des questions d'intégration et d'interface. C'est toujours des questions de cas d'usage. Mais j'avouerai que je n'ai pas testé ChatGPT entreprise. Enfin, je connais ChatGPT Pro, et les API de ChatGPT, et c'est tout. Ok, merci. Euh, enfin, je vous parle maintenant d'un dernier type d'assistant. On commence à voir fleurir, mais c'est plus récent. Là, je vous mets que Lone AI comme référence parce que je connais pas vraiment de produit qui est spécialisé très précisément là-dedans. Mais même si il y a des outils que je vous ai présentés précédemment qui pourraient permettre de le faire. A priori, comme Dust, ça devrait permettre de le faire. Là, l'idée, c'est d'avoir un outil pour intégrer un assistant dans un produit existant. Donc, par exemple, un back-office de gestion ou un SaaS pour laisser la possibilité aux utilisateurs, non pas de poser une question au support, mais de poser une question à l'assistant pour aller récupérer de l'information ou faire une action. Par exemple, dans un CRM, on pourrait imaginer pour pouvoir poser une question sur bah, qu'est-ce que j'ai promis comme tarif à Guillaume, liste des entreprises des contacts avec qui j'ai rendez-vous cette semaine. C'est un peu le Siri ou le Alexa sur mesure pour un produit. C'est juste pour vous montrer qu'en fait, des cas d'usage, on peut en inventer des tonnes. Il y a Payfit, par exemple, qui a lancé il y a pas longtemps, il y a 2 mois, je crois, il y a vraiment pas longtemps, leur assistant intégré à Payfit. Ce qui permet à leurs utilisateurs de poser une question
plutôt que de chercher, fouiller un peu partout dans l'interface, il suffit de poser la question et hop, ça trouve les infos. Donc typiquement, ce que je vous ai dit, la question que je vous donnais tout à l'heure pour bah, combien j'ai de congés disponibles, et ben ça pourrait marcher. Euh, je vais vous tenter une petite démo de ça. Ça, c'est tout neuf. Donc ça va peut-être bugger, j'espère que non. Mais je trouve ça intéressant. Alors, on vient de sortir une page de présentation de notre produit qui est disponible sur ai.lonestone.io et qui présente notre approche produit. Je vais vous montrer la démo. Alors, la démo, je vais m'inscrire comme tout le monde. Donc, cette démo, c'est un faux CRM. Alors, vous connaissez peut-être pas tous le fonctionnement exact d'un CRM, mais en gros, c'est pour gérer les opportunités qu'on a avec des clients potentiels ou des clients de compte, la liste des contacts, la liste des entreprises. Ça, c'est les entreprises avec lesquelles on veut faire du business. Là, on a un agenda de rendez-vous, donc avec des contacts, et on a l'équipe de commerciaux. Moi, là, ça m'a ajouté, je suis dans l'équipe de commerciaux. Et vous voyez que les opportunités, c'est besoins identifiés, besoins qualifiés, propositions envoyées, c'est ce qu'on appelle le pipe commercial. Et ben, là maintenant, j'ai un petit bouton qui me permet de poser n'importe quelle question. Excusez-moi, je crois que j'ai oublié de réinitialiser ça. Ça va être mieux si je réinitialise tout ça. Ah, ça m'a gardé l'historique. Bon, normalement, c'est pas très grave. Je vais pouvoir lui demander, par exemple, tiens, je vais lui demander, ajoute-moi un contact, il s'appelle Jean-Michel Dupont. Il est de l'entreprise Google. Et il y a une opportunité que j'ai identifiée avec lui pour créer une application mobile. Il y en a peut-être pour 40 000 euros. Là, j'ai essayé de lui donner plein d'infos en même temps. On va voir s'il va se débrouiller. Alors là, ça réfléchit. Il rassemble les outils, il va déterminer quel outil il utilise. Bon, pour l'instant, c'est un petit peu brouillon, hein, vous voyez. Mais en fait, derrière, il a fait des appels API. Et voilà, il m'a ajouté Jean-Michel Dupont, Google. Paf, je peux le voir. Il m'a donc ajouté l'entreprise Google. Et il m'a ajouté l'opportunité pour Google, 40 000 euros pour créer une application mobile. Ouf, du premier coup, ça a marché, je suis content. Maintenant, je vais lui poser une question. Je vais lui dire, ok, mais en fait, le besoin pour l'opportunité pour Google est qualifié, donc tu peux le passer en statut qualifié. Ça, je peux le faire hein, depuis n'importe où dans l'application. Je suis pas obligé d'être sur le pipe commercial pour ça. C'est encore un peu long. Notre but, c'est évidemment d'accélérer tout ça. Euh, Elle l'a bien mis en qualifié. Bon, là, il s'est planté, il me l'a carrément, il l'a mis en double. Vous voyez, encore des petits ratés. C'est la démo. Et vous voyez le principe. Et, euh, et allez, un dernier exemple. Quellement un rendez-vous avec Jean-Michel jeudi prochain à 8h30. Et on va se donner rendez-vous au Startup Palace. La dictée n'est pas toujours absolument parfaite, mais il se débrouille bien. Vous voyez, j'ai essayé de donner des infos de manière pas du tout structurée. Je vais donner quand même pas mal d'infos. Si j'oubliais de lui donner l'heure, par exemple, il me la demanderait. Et j'aurais juste à lui répondre l'heure. Là, je sais pas si je vais tout donner, on va voir.
Ah, petit bug. Par exemple, je ne vais pas lui donner l'heure, il devrait me la demander. Voilà, l'heure de rendez-vous, une description de rendez-vous euh, à 8h30. Bien sûr, on pourra mettre de la voix aussi dessus si on veut avoir une conversation vocale. Voilà, là ça a réussi. Hop, ça me l'a mis à la bonne date, à la bonne heure, avec Jean-Michel et au bon endroit. Bon, ce CRM, il est standalone, mais on pourrait imaginer de le connecter à du Google Agenda derrière, à du Google Contact, à tout ce qu'on veut. Voilà pour la démo. Donc ça, c'est ce que je viens de vous montrer, c'est ce sur quoi on bosse depuis l'année dernière, au début plutôt pour nos clients. Euh, on a fait donc un assistant d'entreprise et puis là on fait tout un tas de types d'assistants pour différentes entreprises, vraiment avec des cas d'usage très différents dans des secteurs très différents. Ça peut être aussi bien de l'assistant d'entreprise que de l'assistant pour leurs clients, que du support, que de l'assistant dans un produit. Et donc, nous, on fournit un socle produit avec tout le système qui va derrière. On le fournit soit en abonnement, soit sous licence sur les serveurs de nos clients. Et puis, on propose des prestations de services sur mesure d'accompagnement pour adapter, pour faire du design aussi, pour tout adapter et accompagner. Alors, comment exploiter vos données utiles? Déjà, c'est quoi les données de l'assistant? Toutes les données auxquelles peuvent accéder l'assistant, il faut bien comprendre qu'il y en a différents types. Il y a déjà les connaissances du modèle utilisé. Donc là, ça va dépendre du LLM utilisé. Si vous utilisez GPT-4, vous aurez toutes les connaissances de GPT-4, mais aussi ses capacités de raisonnement. Si vous utilisez un modèle qu'on appelle open, comme Mistral ou Llama, il n'y aura peut-être pas les mêmes capacités de raisonnement, mais vous pourrez peut-être l'héberger sur votre propre infrastructure. Ensuite, il va pouvoir utiliser des documents. Là, on va utiliser le principe de RAG, je vous en parlerai. On va pouvoir configurer l'assistant avec du prompt. Là, c'est une description d'un comportement et de quelques connaissances. Dans un prompt, on ne peut pas mettre non plus énormément de choses parce que plus le prompt est long, plus l'assistant va mettre du temps à répondre et plus ce sera coûteux. Parce que ça utilise des tokens. Et puis, on va connecter des API. Et là, tout est possible, hein. Une API, le principe, c'est de connecter deux applications. Donc, à partir du moment où vous avez une donnée disponible quelque part par API, on va pouvoir normalement l'utiliser avec un assistant. Un petit mot sur le choix du LLM. Euh, Moi, je vous recommande de faire au moins vos tests sur OpenAI ou Claude. Donc OpenAI avec les API de GPT-4, 4o et 4o mini qui sont très performantes, qui sont très fiables aussi en termes de disponibilité, c'est-à-dire que ça bug relativement peu maintenant. Ça buguait pas mal avant, maintenant ça s'est bien stabilisé. Et puis surtout, OpenAI et Claude ont des bien meilleurs résultats quand il s'agit de raisonner, quand il s'agit d'appeler des outils. Et donc, pour un assistant qui est capable de choses complexes, c'est assez idéal. Maintenant, ça nécessite forcément d'envoyer au moins une partie de vos datas, en général, à une entreprise américaine. Et donc, il faut voir ce que ça implique, à quel point vos contrats sont béton, à quel point les données sont sécurisées sur leur serveur. Bon, normalement, OpenAI et Claude, c'est pas la petite boîte d'à côté qui fait n'importe quoi. Ils sont très sécurisés. Mais ça, selon la politique de sécurité de l'entreprise, voilà, tout n'est pas toujours possible. Mistral et Llama, ça va vous permettre d'avoir une confidentialité maximale si vous l'hébergez vous-même. Parce que finalement, vous avez le modèle, vous pouvez l'héberger vous-même. Sauf que c'est très compliqué à héberger soi-même. Il commence à y avoir des hébergeurs qui proposent des prestations intéressantes, mais en général, c'est compliqué. Et quand vous y arrivez, c'est compliqué de scale, c'est-à-dire d'arriver à des capacités de charge importantes, parce que derrière, il faut le matériel qui suit. Alors, il y a Damien qui a levé la main. Je ne sais pas si tu veux poser une question. Si, attends, je vais la prendre. Damien?
C'est le moment. Ah non, du coup, Ou par l'onglet conversation, Damien. Voilà, là, c'était mon micro. Vous m'entendez? oui. Bonjour, hein, désolé, je suis arrivé en retard. Non, juste pour rapport à ce que tu disais sur les points d'attention avec DLN ou des sociétés OpenAI et Claude, il y a aussi toutes les problématiques RGPD éventuellement, selon ce à quoi brancher son assistant en termes de données personnelles dans une entreprise. Hein. Tout à fait. Et Bah, ça, oui. tu le trouves dans les clauses, etc. Mais il faut être attentif à ça. Comme tu sais, il y a plusieurs types de contrats possibles avec OpenAI bon, bref, voilà, pour attirer l'attention sur la RGPD aussi. Il y a un gros Merci. sujet RGPD. Là, malheureusement, j'ai pas le temps de trop m'étendre sur le sujet. Mais il faut savoir qu'il y a quand même des solutions aussi, déjà des solutions de pseudonymisation qui permettent au niveau logiciel de remplacer les données personnelles envoyées à des modèles par des identifiants uniques qui permettent pas d'identifier les gens, par exemple. Donc il y a des techniques qui se développent et voilà, qui permettent, tout en bossant avec des boîtes en dehors de l'Europe, de respecter la confidentialité des utilisateurs. Mais bon, ça peut générer de la recherche et des coûts supplémentaires. En tout cas, voilà, c'est pas toujours évident de choisir son LLM et si on veut des bonnes performances déjà du ROI, ben, en général, il vaut mieux commencer par bosser avec OpenAI. C'est plus facile. Petite méthode, je vais accélérer parce que je vais pas avoir le temps. Petite méthode générale pour mettre en place votre assistant. Alors déjà, auditez vos process et vos données. En fait, c'est pas tout de s'inscrire sur un assistant et de le dire, hop, voilà, c'est connecté, voilà. Non, en fait, il faut d'abord se demander, mais quel est l'usage réel? Et donc, on va d'abord se préoccuper de quelques professions, ensuite leur processus clé et les données utiles pour ces processus. Et on va essayer de cartographier tout ça pour avoir une bonne compréhension et ensuite connecter les bonnes données. Il faut prendre le temps aussi de définir un glossaire avec tout le jargon qui peut être utilisé, et puis des questions et réponses types. Euh, Plus on veut avoir des meilleurs résultats et surtout des meilleurs résultats dans le temps, euh, pour ça il va falloir évaluer régulièrement les résultats, et plus il va falloir définir ça. Donc c'est un peu pénible, mais ça vaut le coup de faire quelques ateliers. Nous, on organise des ateliers, par exemple, en interne et avec nos clients, pour se dire, bon, bah, quelles questions on pose d'habitude, de quoi on pourrait avoir besoin, et quelles données on a sous la main. Ensuite, à partir de tout ça, on va pouvoir choisir des connecteurs de données ou en développer sur mesure. Là encore, ça va dépendre beaucoup de l'outil d'assistant choisi. Est-ce que c'est du open source, sous abonnement ou pas? Et quels sont les connecteurs déjà disponibles? Souvent, va falloir faire des développements un petit peu sur mesure pour connecter des sources de données spécifiques. En général, d'ailleurs, plus une boîte est grosse, plus elle va avoir des bases de données et des API spécifiques en interne avec des nomenclatures différentes, des systèmes d'authentification différents. Et en fait, ça, on peut pas le faire en no-code, on peut pas le faire sans un minimum d'intervention de développeurs. Ensuite, on va créer ou adapter des interfaces. Là, il y a une question de branding, de nom de domaine aussi, si vous voulez que ce soit sur votre nom de domaine. Peut-être qu'il va falloir faire intervenir un designer ou des développeurs. Là encore, ça dépendra de l'outil d'assistant. Ensuite, quand vous allez déployer, le but, ça va pas être de déployer auprès de tout le monde d'un coup. Il vaut mieux y aller doucement. Y aller doucement pour observer la qualité, pour observer la montée en charge aussi, pour être sûr on garde des bons délais de réponse, par exemple. Parce que si vous l'ouvrez d'un coup à 1000 personnes, peut-être que vous allez avoir des soucis pas anticipés. Il vaut mieux y aller progressivement. Et puis, il ne faut pas négliger l'accompagnement. Ça suffit pas de donner un outil comme ça, même à des gens expérimentés. J'ai pu le voir avec des développeurs. Chez nous, c'est trois quarts de développeurs. Et ben, même dans des populations qui sont assez au courant de ce qui se passe, en fait, il faut accompagner. Il faut sensibiliser, il faut former, il faut accompagner dans le temps pour avoir des bons résultats, mais aussi simplement des résultats aussi, pour avoir de l'usage et que les gens prennent pas peur, qu'ils puissent intégrer l'outil dans leur quotidien.
On va parler un tout petit peu plus technique avec le principe de RAG. Donc le RAG, c'est un principe d'architecture technique qui est utilisé dans quasi tous les assistants IA. RAG, ça veut dire Retrieval Augmented Generation. En gros, c'est la génération augmentée par récupération depuis une base de données. C'est une technique qui permet d'utiliser des grosses bases de données, alors des petites aussi, hein, mais des grosses bases de données avec des données structurées ou non structurées, c'est-à-dire des textes. Par exemple, si on a un drive avec 10 000 documents de PDF et Word de 100 pages, eh ben, l'idée du RAG, c'est qu'on va pouvoir exploiter toute cette connaissance pour que l'assistant puisse répondre à des questions plus ou moins complexes avec des données qui sont dans ces documents. Il y a un tas d'outils qui existent, qui sont qui répondent pas toujours exactement aux mêmes besoins et sur lesquels on va pouvoir se baser. Donc, par exemple, on s'est beaucoup basé sur LlamaIndex et puis maintenant, de plus en plus, on le remplace par du développement sur mesure qu'on fait en interne et on va bientôt s'en passer complètement. Euh, Ces outils permettent d'extraire de la donnée des documents, de transformer et d'indexer ces documents dans une base de données spéciale. Donc cette base de données spéciale, on appelle ça une vector database ou base de données vectorielle. C'est le cas de Nuclia, Chroma, Pinecone, Elastic, mais ça marche aussi avec Postgres, par exemple, qu'on utilise beaucoup. Le RAG, il intervient à deux niveaux. Donc au niveau de la préparation des données, ça se passe quand on va uploader les documents ou quand on va mettre en place une synchronisation. La préparation des données, c'est donc on charge les documents, on les transforme, on les découpe en plein de petits bouts. Ça s'appelle le chunking. On fait des chunks. Un chunk, c'est un petit bout de document. Pourquoi on les découpe en petits bouts? Parce qu'en fait, c'est le principe du RAG, c'est le but, ça va être de trouver tous les petits bouts de documents qui vont correspondre à une question posée. Et pour trouver ces bouts de documents, on va faire une recherche vectorielle qui est en fait une recherche sémantique. Le but du text embedding, c'est de transformer du texte en une représentation vectorielle. C'est-à-dire, pardon pour les termes barbares, mais c'est une représentation dans un espace à n dimensions. Du coup, chaque mot, ou chaque syllabe, c'est des petits vecteurs. Et en fait, on va pouvoir calculer des proximités, comme la proximité entre deux points dans l'espace. Mais là, c'est la proximité entre deux mots. Et du coup, pourquoi pas entre deux phrases aussi. Petit schéma, vaut mieux que 1000 mots. On a une base de données, ça c'est votre base de données de documents, votre drive, la base de données d'entreprise ou quoi que ce soit, qui fournit des documents qu'on va passer dans une moulinette. À la fin, on va obtenir donc des petits bouts de documents vectorisés qu'on va enregistrer dans une base de données vectorielle, donc, qui est faite pour ça, avec ce qu'on appelle un index vectoriel. Quand l'utilisateur va poser une question par l'interface, sa question, elle aussi, elle va passer par la même moulinette de text embedding pour la transformer en vecteur. Ce qui va permettre de faire une recherche dans la base de données vectorielle de tous les bouts de documents qui ressemblent à la question. C'est bizarre, hein, on cherche en fait des réponses qui ressemblent à des questions, mais de manière sémantique. Donc si on pose une question sur un animal, par exemple, on peut retrouver un texte qui parle d'un chien. Godefroy, je t'interromps parce qu'on a un participant donc qui nous pose la question du pourquoi abandonner un outil donc actuellement utilisé, générique, je dirais, utilisé dans l'entreprise pour un outil spécifique tel que tu l'as présenté. Ouais, ok. En fait, comme dans tout choix d'outils, c'est-à-dire que en général, on commence par ce qui est simple et peu coûteux à mettre en place, et puis on se rend compte des limites, et peut-être que parfois on finit par mettre en place du sur-mesure. C'est que il a beau exister des milliers d'outils, en fait, s'il en existe des milliers, c'est que il n'y en a pas un seul qui correspond à toutes les boîtes, et que en fait, si les boîtes continuent à faire des développements sur mesure, c'est parce qu'elles n'y trouvent pas leur compte.
C'est peut-être une réponse un petit peu évasive, mais c'est la réalité du marché. C'est aussi ouais, c'est une question de besoin. Ouais, je réponds à ta question par ta question, hein, désolé. Merci d'avoir répondu, Godefroy. On te laisse poursuivre. Ah, Ouais. j'en profite. Alors, j'en Ah, profite parce qu'il y a une autre question, mais 2 autres questions. Azure AI est-il meilleur et le RAG est-il exclusivement utilisé pour des données en langage naturel ou pour tout type de données? ok. Juste pour une dernière réponse pour Nicolas, c'est que, par exemple, ce que je vous ai montré, là, la démo de CRM, c'est un développement spécifique parce que, en fait, moi, j'ai pas trouvé d'outil qui permettait de le faire. Voilà, j'ai pas trouvé, ça peut-être que ça existe, mais pas à ma connaissance, et j'ai bien cherché. Azure AI est-il le meilleur? Non, je pense pas. En fait, Azure AI, à ma connaissance, fournit des LLM du marché. D'ailleurs, nous, on utilise Azure AI chez un de nos clients qui nous permet d'utiliser. Alors, c'est Azure OpenAI, hein, pour utiliser les API de GPT, mais en privé sur les infrastructures Azure. Je connais pas les autres modèles utilisés par Azure AI, donc je pourrais pas répondre davantage à ta question. Ensuite, là, sur la question, le RAG est-il exclusivement utilisé pour des données en langage naturel ou tout type de données? Et ben, en fait, techniquement, un RAG, ça peut être utilisé pour n'importe quel type de données à partir du moment où on peut transformer ces données en représentation vectorielle. Donc, en général, on l'utilise sur de la donnée textuelle, donc sur du langage naturel, mais rien n'empêche techniquement de l'utiliser sur d'autres types de données. Et Nicolas qui demandait, ah oui, pour des frameworks type LangChain ou oui, effectivement, le LangChain, LangChain comme la Mindex sont des outils qui sont très utilisés pour ce type de développement. Maintenant, en fait, il faut des bons ingénieurs derrière pour le faire tourner. C'est aussi ça le sujet, c'est que on est à une époque là où il y a une pénurie de talents sur ces sujets-là, des vrais ingénieurs data, RAG, LLM qui savent ce qu'ils font. Nous, on a eu du mal à avoir des bonnes recrues là-dedans. J'ai une petite équipe qui est très talentueuse là-dedans, mais c'est pas évident à constituer. Et donc, si on veut pouvoir faire tout un développement sur mesure dans une entreprise en recrutant, il faut s'en donner les moyens. Donc, c'est souvent plus facile, plus rapide d'aller utiliser des solutions du marché ou de faire appel à des prestataires spécialisés. Alors, pour finir sur le principe du RAG, donc quand l'utilisateur pose une question, sa question est transformée en vecteur, ce qui permet de trouver les bouts de documents avec la base de données vectorielle. Et alors là, c'est là que la fin de la magie opère, c'est que on a tous les petits bouts de documents, les chunks qui sont récupérés, qui sont insérés dans une grande question, en fait, qu'on appelle, donc c'est le prompt système de l'assistant, plus la question de l'utilisateur, plus les bouts de documents. Et tout ça, c'est donné au LLM qui va pouvoir nous répondre, donc en utilisant les bouts de réponse dans son contexte. C'est comme ça que fonctionne le RAG. Et donc c'est ça qui permet d'exploiter la donnée et d'éviter au maximum d'halluciner. Et qui au maximum parce que ça hallucine quand même parfois, hein. Il me reste 10 minutes, je vais passer sur la capacité de raisonnement en multi-étapes. Ça, c'est quelque chose que ne font pas tous les assistants. C'est l'idée de pouvoir répondre à des questions complexes qui nécessitent un tout petit peu de raisonnement et qui nécessitent parfois d'aller utiliser plusieurs sources de données et pas simplement une recherche RAG. Pour ça, donc là par exemple, je vais vous donner un exemple, c'est plus simple. Si je pose une question, quelles sont les technologies utilisées dans le projet sur lequel travaille Nicolas? Une question que moi je poserais typiquement dans ma boîte. Parce qu'on a un planning, parce qu'on a de la gestion de projet, parce qu'on utilise des technologies. Là, c'est pas trivial du tout. Parce qu'en fait, pour ça, il va falloir que l'assistant il détermine qu'il va falloir retrouver plein d'infos. Donc, il faut retrouver Nicolas, il faut retrouver ses assignements de projet, il faut retrouver sur le projet en question, il faut falloir retrouver dans le RAG plus d'infos sur le projet, et en particulier sur les technologies. Et à la fin, on va réussir peut-être à constituer une réponse qui a du sens.
là, à ma connaissance, il y a assez peu d'outils qui arrivent à faire ça. Il y a Dust que je vous ai montré qui s'en sort pas trop mal. Et il y a un autre outil que je vous ai montré aussi qui s'en sort pas trop mal aussi. Alors nous, ce qu'on utilise comme technique pour faire ça, c'est le React Prompting. Il existe d'autres techniques, hein, bien sûr. C'est tout un champ de recherche qui est très actif en ce moment. Donc, il y a plein de chercheurs dans le monde entier qui bossent sur ce sujet-là. Donc, c'est encore tout neuf et ça va bouger beaucoup, hein, certainement. Mais il y a un principe qui existe depuis un moment, là, qui s'appelle le React Prompting et qui consiste à boucler sur trois types de raisonnement qu'on demande au LLM. C'est penser, agir, observer. Donc, en gros, l'utilisateur pose une question. Avant de répondre tout de suite, l'assistant, il va d'abord réfléchir. En fait, c'est abstrait réfléchir, hein, mais en gros, c'est c'est un prompt qu'on donne au LLM pour lui dire, bon, voilà la question de l'utilisateur, ne me réponds pas tout de suite, juste dis-moi, en gros, de quoi tu as besoin pour répondre à cette question. Et là, il va te dire, bon, bah, ok, j'ai besoin de faire ça. Et puis après, il va, à partir de cette réflexion, il va agir, il va se dire, bon, alors pour ce besoin, j'ai besoin peut-être d'appeler un outil, j'ai besoin d'appeler le RAG. Une fois qu'il l'a appelé, il obtient un résultat, et donc ensuite, on va lui dire d'observer. Ok, maintenant j'ai reçu ça, donc j'ai tout ce qu'il me faut, hop, je réponds à l'utilisateur. Ou alors, je n'ai pas tout ce qu'il me faut, il faut que je continue, et il se remet à penser. Godefroy, pour prendre une question d'un des participants, quel est le risque d'hallucination, donc qui peut se produire notamment au fur et à mesure en fait de l'évolution, du modèle? Ah, très bonne question, ouais. Et est-ce que la limite à l'utilisation de ce type d'utilisation n'est pas justement autour de la confiance que l'on peut accorder aux réponses? Oui, complètement. C'est le sujet de ma dernière section qui vient juste après. Évaluer et Merci. monitorer. Donc, belle transition. Bon timing. Voilà. Mais je vous fais peut-être une toute petite démo de ça avant. Et pour vous montrer, là, typiquement sur la question que j'ai posée là. Et je vais vous montrer une hallucination, justement. Je sais que sur mon planning, j'ai Nicolas qui bosse sur un projet qui est en fait enregistré en projet potentiel. Donc il va pas pouvoir me répondre exactement, mais il va pouvoir me trouver une partie de la chose. Je vais vous montrer pour ça un assistant qu'on commence à déployer en interne chez Lonestone et qui est connecté à notre outil de gestion de planning, à Notion, à plein de trucs. Et donc avec des connecteurs spécifiques. Alors là, ça c'est une interface de démo et de debug. Donc il y a des choses qui sont pas très propres, qui sont juste pour tester. Quelles sont les technologies qui sont utilisées sur le projet sur lequel travaille Nicolas en ce moment? Vous allez voir le raisonnement en live. Donc là, d'abord, il réfléchit. Je dois d'abord identifier le projet sur lequel Nicolas travaille actuellement. Pour cela, je vais obtenir des informations sur Nicolas dans Forecast. En fait, pour faire cette pensée, bah, il a tout un contexte, et il connaît la liste de tous les outils auxquels il a accès et à quoi ils servent. Donc il fait un appel à l'API, il trouve Nicolas, voilà, pof, il a trouvé son identifiant. Et maintenant, il pense encore, il va réfléchir, ok, j'ai trouvé Nicolas, maintenant j'ai besoin d'obtenir des affectations actuelles, hein. Donc il cherche l'affectation avec des dates. Il a trouvé tout seul les dates, la date d'aujourd'hui. Pourquoi? Bah parce que en fait, on la donne dans le contexte de l'assistant. Et comme ça, même si je lui demande la semaine prochaine, il va être capable de calculer les dates de la semaine prochaine. Il trouve. Alors il trouve justement pas. Il trouve qu'il n'y a pas d'affectation. Tac. Et il me répond ça. Voilà. Enfin, la partie évaluer et monitorer. Parce que tout ça, c'est pas une science exacte. Avec un E, c'est mieux.
Euh, le système, il peut halluciner, il peut se tromper, il peut juste ne rien trouver aussi, il peut complètement se planter d'outils à utiliser. Ah, ça peut arriver. Et le tout, c'est non pas de viser le 100% de bonnes réponses, mais déjà d'éviter les réponses catastrophiques, et puis d'augmenter progressivement le score de bonnes réponses. Alors, le score de bonnes réponses, il faut d'abord savoir ce que c'est et il faut qu'il existe. Donc, en fait, on commence par constituer un dataset. Un dataset, donc, c'est un jeu de données qui va être constitué de questions et de réponses prédéfinies. Au début, avant d'avoir des vraies questions et réponses des vrais utilisateurs, bah, on n'en a pas. Et donc, bah, il vaut mieux s'atteler à un tableur Excel avec paf, plein de questions et de réponses qu'on imagine. C'est rébarbatif, mais c'est utile pour évaluer la qualité. Donc, si le projet est vraiment important, avec un peu de budget, ça vaut le coup d'y passer quelques jours. Et puis, ce dataset, il faut l'évaluer. Il existe des outils pour ça, il y a même des boîtes qui ont levé beaucoup d'argent récemment qui servent que à ça, mais vraiment que à monitorer des datasets de LLM. Et donc en fait, le système est relativement simple, hein. C'est pour chaque question-réponse, et ben, ça va automatiquement poser la question à notre système, donc à l'assistant ou à l'LM qu'on a, en gros à l'ensemble du système qu'on veut évaluer. On obtient une réponse et on compare la réponse obtenue avec la réponse attendue, avec un système dédié. Ce système, il en existe des tonnes. On peut par exemple demander à un autre LLM d'évaluer la proximité entre les deux réponses. On peut lui dire est-ce que c'est cohérent? Alors on peut demander à GPT-4 par exemple, voilà les deux réponses. Est-ce qu'elles sont cohérentes entre elles ou est-ce qu'il y a une différence importante? Il y a aussi des outils de scoring qui existent qui permettent de donner des scores numériques par exemple. Et donc l'objectif, c'est de voir l'évolution de ce score et d'être alerté surtout s'il y a une anomalie, s'il y a un score qui devient trop faible. À ce moment-là, quand le score est trop faible ou quand simplement on veut améliorer le score, et ben là, c'est là qu'il va falloir observer ce qui se passe et donc peut-être améliorer les prompts, améliorer les sources de données, mieux décrire les outils et les sources de données. Il peut se passer tout un tas d'optimisations qui nécessitent quand même un minimum de connaissances. Donc nous, par exemple, on a développé notre système. Là, je vais avoir déjà l'historique des questions-réponses. Alors, encore une fois, attention à la RGPD. À partir du moment où on bosse avec des utilisateurs, il faut recueillir leur consentement et que ce soit très clair de où vont les données et à quoi elles servent. Donc là, par exemple, je vois la question que j'ai posée tout à l'heure. J'ai j'ai vachement plus d'infos ici. Je vais pouvoir voir tout le raisonnement, le nombre de tokens que ça a utilisé. Je vais pouvoir l'enregistrer dans mon dataset pour pouvoir la réévaluer plus tard. Je vais pouvoir la noter aussi. D'ailleurs, même dans l'interface pour les utilisateurs, c'est toujours bien de mettre un système de feedback pour que les gens puissent dire si c'est plutôt bien ou pas. Donc ça, c'est mon historique qui me permet d'observer. Et puis après, je peux définir un dataset. On va mettre en mode light, c'est mieux. Ouais. Là, c'est un tout petit dataset avec juste deux questions-réponses attendues. Et je vais pouvoir lancer une évaluation. Donc là, j'en ai deux. J'en ai lancé une ce matin. L'évaluation donc va réévaluer toutes les questions-réponses et me donner des scores. C'est encore assez sommaire notre système, c'est pas très visuel, c'est pas très sympa, mais ça nous suffit et on le fait évoluer au fur et à mesure. Les outils que je vous ai cités là vont beaucoup plus loin, mais sont moins intégrés dans notre système. Donc nous, on aime bien faire nos propres systèmes. Et voilà, ça fait 1 heure tout pile. Je reste un petit peu pour vos questions et réponses. Et puis, bien sûr, je reste disponible si vous voulez échanger avec moi, si vous voulez prendre rendez-vous. N'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je répondrai à toutes vos questions. Et puis, je vous invite aussi à tester la démo en live sur ai.lonestone.io. Et je suis preneur de vos feedbacks.